Je pense que ça pose vraiment des questions fondamentales, effectivement, sur notre conception du futur et comment on peut effectivement faire face à ce qui peut advenir dans le futur. Moi, je voudrais simplement rappeler que le principe responsabilité de Jonas en 79, c'est quand même une réponse au principe espérance d'Ernst Bloch. Et il me semble qu'il y aurait à penser aujourd'hui une ontologie du futur qui puisse composer entre finalement un projet utopique qui était celui, une utopie concrète qui était le statut finalement ontologique que Ernst Bloch attribuait au futur, ça revient aussi à la question précédente, à l'intervention précédente. Ce qui nous fait agir, ça peut être aussi une espérance. Une espérance en un monde meilleur, une espérance en un monde plus soutenable. Et la question que je me pose, c'est le catastrophisme de Jonas, de Dupuy, ce catastrophisme ici, où finalement le statut ontologique de la catastrophe, c'est finalement l'image du futur que l'on doit se faire. Est-ce qu'il est suffisamment mobilisateur pour agir concrètement? Est-ce que ça ne provoque pas, s'il n'est pas associé finalement aussi à une ontologie du futur liée à l'espérance, est-ce que ça ne provoque pas finalement une sorte de fatalisme ambiant? Si la catastrophe est certaine, profitons égoïstement de ce qui nous reste à vivre. Voilà, et moi, il me semble en tout cas qu'il y aurait à penser l'articulation entre espérance et responsabilité, finalement à marier en quelque sorte, ou à remarier Bloch et Jonas dans une ontologie du futur qui à la fois est consciente de ses responsabilités face à la catastrophe, mais en même temps qui joue pas simplement sur le moteur de la peur, mais qui joue aussi sur le moteur, et je crois que tu as cité les paysans, notamment les paysans d'une agriculture alternative, ils sont aussi sur un moteur qui est lié à l'espérance de notre monde, qui soit un monde en tout point différent de celui-ci, mais en même temps inscrit dans le monde actuel, mais finalement avec cette idée qu'il est possible de construire quelque chose de positif. Voilà. Donc est-ce que derrière le catastrophisme de Anders, de Jonas ou de Dupuy, il n'y a pas à activer, parce qu'il nous aide à analyser la situation présente, mais il n'y a pas à activer aussi les ressorts de l'utopie? Oui. Ça, j'ai pas eu le temps d'aller trop dans le fond de ces questionnements, parce qu'effectivement, tu as bien fait. C'est une discussion que j'avais eue avec Jean Chénaud, en particulier autour de cette question du problème de Jonas. Et au fond, on pourrait même aller plus loin. Ces solutions, ces hypothèses de solutions sont pas très enviables, au sens, elles sont plutôt autoritaires. Et si nous allons vers une écologie autoritaire, punitive, il est évidemment qu'elle n'est pas très désirable. Donc la dimension de l'utopie au sens d'un monde, d'un devenir en puissance, un devenir en puissance, un monde plus juste, plus habitable, mais plus habitable veut dire aussi lié à un effet de décélération. Enfin, pour que le monde puisse être habitable, il faut moins de bureaucratie, moins d'emprise technologique, etc. Enfin, nous pouvons tous le mesurer tous les jours. Nous souffrons des mots qui sont, encore une fois, souvent apportés comme des solutions. Je vais juste te répondre sur un point. Je crois que Jean-Pierre Dupuy, quand il écrit son catastrophisme éclairé, pour un catastrophisme éclairé, dans les années, à la fin des années 90, s'adresse aux ingénieurs et aux décideurs. Et c'est avant tout eux qu'il essaie de convaincre, de changer, c'est-à-dire les gens qui calculent. Or, nous ne calculons pas, c'est ce que dit Jonas. Une mère de famille qui fait traverser la rue à son enfant n'a pas besoin de faire un stage de gestion des risques. Elle mobilise un modèle plus ancestral, plus fondamental de la responsabilité. Donc nous fonctionnons au fond au quotidien en tant qu'êtres humains plus comme des sauvages au sens noble du terme, que des ingénieurs. Par contre, ceux qu'il faut convaincre, je pense, le plus, ce sont effectivement ceux qui sont aujourd'hui en situation de prendre des vraies décisions. J'entends les corps d'État, le corps des mines, les ingénieurs, voilà, ces gens qui font la politique. Nous ne la faisons pas depuis très longtemps. Mais par contre, là, il y a peut-être quelque chose encore
à espérer du côté de la connaissance, je veux dire, ou du changement de paradigme. Du changement de paradigme, je pense que la société est en avance, au fond, sur la technostructure ou sur la technocratie. Il y a plein de gens qui ont commencé d'une certaine manière pour pouvoir continuer à espérer. Il y a un auteur aussi que je mobiliserai volontiers, c'est Walter Benjamin, qui est à la fois un catastrophiste et un grand penseur de cette attente à l'égard des générations futures. Ce que nous faisons aussi, enfin moi qui ai des jeunes enfants, j'ai vu combien cette question, cette expérience métaphysique et ontologique nous projette effectivement dans cette longue chaîne. Nous portons les attentes. Nous portons les attentes à l'égard du futur que nous ont légué aussi nos parents et les anciens et ces générations passées. C'est pour ça que c'est bien de parler des générations futures, mais si on mobilisait effectivement Benjamin ou Ernst Bloch, il faudrait effectivement, encore une fois, trouver cette boucle temporelle entre le passé et le futur. Et je pense que cette orientation-là, elle est intéressante. Je suis complètement avec ce que vous allez dire, parce que ma question était complètement dans ce sens-là, parce que d'un aspect pratique, je pensais aux interventions des faucheurs, à ce qui se passe près de Nantes, à différents sites où la société civile est mobilisée, parce qu'il y a une vraie prise de conscience de quelque chose qui ne va pas. Et je voulais votre avis, et vous l'avez un peu expliqué, par rapport à tous les freins qui sont mis là et qui empêchent en réalité une vraie action civile, je dirais, ou une action collective qui pourrait être, peut-être pas la réponse, mais une des réponses à une prise de conscience de ces problèmes. Ça pose la question du courage politique, au fond. Ces questions, elles se sont posées dans les années 40, sûrement bien avant aussi. Voilà, c'est pas pour convoquer l'histoire, mais moi qui ai suivi beaucoup les faucheurs, puisque ce sont précisément ces agriculteurs paysans avec lesquels j'ai essayé de réfléchir, au fond, à ce qu'on pouvait essayer de faire pour que les choses aillent un peu mieux. Il fallait évidemment beaucoup de courage quand on est aussi père et mère de famille pour aller s'exposer. Et puis faucheur volontaire veut dire aussi à visage découvert. Enfin bon, voilà. Cette action a eu un effet très important, c'est-à-dire d'utiliser les tribunaux comme des tribunes pour pouvoir faire advenir une question que la science refusait de poser au fond. Notre rôle, au fond, au CRIGEN ayant été d'essayer de donner des raisons scientifiques aux faucheurs de se protéger et des arguments. Maintenant, les ZAD, c'est encore une autre configuration, puisqu'on est dans quelque chose de beaucoup plus topographique, où là, on a une tentative de mobilisation de vie en communauté. Ce ne sont pas les premières expériences. Dans les années 70, il y en a eu nombreuses. Ce que nous disent au fond ces expériences, c'est que je vais le dire comme ça, des modes de vie et des modes de production prémodernes peuvent continuer à faire sens. Et c'est ce que nous dit aussi l'agriculture paysanne, c'est-à-dire que l'économie monétaire peut s'articuler aussi du non monétaire. On pourrait même aller plus loin. Le non monétaire est la condition de possibilité que fonctionne une économie monétarisée à l'échelle mondiale. On peut fonctionner au troc et à l'échange en même temps qu'au marché, voilà, etc. Et des techniques aussi issues de temps très anciens qui n'ont pas forcément épuisé leur capacité à faire du sens. Je pense à l'éolien. On avait au coin des champs autrefois des éoliennes que les paysans entretenaient pour remonter l'eau sans avoir recours à toute cette industrie, voilà, etc., etc. C'est-à-dire que dans cette couche sociale et chez les nouveaux romantiques, je les appellerai comme ça, les néo-romantiques, romantique veut dire contre-courant à la modernité, il y a aujourd'hui dans la société donc des courants romantiques qui ne sont pas nécessairement néo-pétainistes ou lepénistes et qui s'expriment et qui sont porteurs de puissance utopique, comme disait Léo Koutelek. Et je pense que c'est des courants qui, effectivement, méritent, j'allais dire, d'être accompagnés intellectuellement pour penser leur historicité. Parce que ce n'est pas toujours facile pour eux d'être à la fois dans les champs pour des bonnes raisons et en même temps d'être capables de penser leur historicité, c'est-à-dire, au fond, pourquoi ils ont raison de faire ce qu'ils font. Et c'est un peu comme ça que j'ai conçu mon travail, là pour le coup d'intellectuel, à leur côté. Mais en même temps, bon, ce que je dirais, c'est que je ne vois pas dans ces potentialités néo-romantiques mais dialectiques de potentialités suffisantes aujourd'hui pour endiguer ce qu'on peut appeler la catastrophe. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que de toute façon,
catastrophe au sens grec, hein, renversement. La société va changer de visage et de figure de toute façon dans son temps, quoi qu'on fasse, quel que soit le choix que l'on fasse par rapport à l'énergie qui est vraiment le déterminant principal, elle aura changé de visage. Maintenant, soit elle change de manière douce et plutôt démocratique, et donc c'est la voie de la décélération, on peut l'appeler la décroissance si l'on veut, et donc c'est une voie politique. Hein. On dira, il y a moins, on va réfléchir sur la manière de partager le moins qu'il y a, ou de vivre aussi bien avec moins de matières premières, moins de déplacements, et on peut le faire, précisément, ou alors c'est le chaos. Et le chaos, ça va être le repli sur soi, le retour des fascismes, sous des formes, évidemment, on peut les appeler Brexit, néo-régionalisme, etc. Mais, et ça peut aller beaucoup plus loin. Enfin, pour moi, la première menace, c'est celle-ci. Hein. C'est-à-dire, nous sommes tellement dopés, encore une fois, au pétrole, à l'énergie, aux matières premières, que quand ça va décélérer, et ça va décélérer, à mon avis, brutalement dans les années 2035-2040, les risques politiques sont peut-être beaucoup plus grands que les risques écologiques dans un premier temps. Et voilà, il faut les prévenir. Je voulais revenir sur Anders. Vous avez cité Günther Anders qui s'est posé la question comment peut-on rendre la catastrophe crédible alors qu'on a toutes les informations à notre possession pour voir la catastrophe, si vous voulez. Et il a quand même proposer une solution méthodologique. Je renvoie au dernier chapitre de l'obsolescence de l'homme, où il parle de l'herméneutique pronostique et toutes les autres œuvres qu'il a écrites par la suite, où il a utilisé cette méthode d'exagération, de exagérer une situation pour faire en sorte que la catastrophe, si vous voulez, saute aux yeux. Et elle devient tellement incroyable qu'on ne peut pas ne pas avoir peur et donc passer à l'action, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand vous avez parlé de la décroissance, etc., et des gens, des tendances qui existent aujourd'hui, même si avec toutes les informations qu'on a à notre disposition, en quelque sorte, ça s'impose comme une nécessité de tendre vers un mode de vie qui correspond à ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas la difficulté de vendre ça comme un mode de vie sexy, entre guillemets ? Parce que on est encore dans le toujours plus, on veut avoir des portables, des ordinateurs, etc. Et tout ce que proposent des décroissants, entre guillemets, pour le moment, ça se vend peu. C'est peut-être les îles de décélération, pour reprendre un terme de Hartmut Rosa, qu'on peut y participer pour un week-end, mais après on aime bien retourner dans notre vie hyper moderne. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour faire le lien avec la méthodologie de Anders, ça fonctionne pas comme exagération, ça fonctionne pas pour rendre la catastrophe crédible. Ce sont des questions sur lesquelles je me casse les dents depuis des dizaines d'années et ça continuera. Mais mais je fais de l'herméneutique prognostique. Je sais pas si, vous avez dû remarquer quand même dans ma manière d'appréhender, je fais toujours ça. Je pense qu'il vaut mieux partir si le GIEC nous dit entre 3 et 4 degrés, de l'hypothèse des 4 degrés, etc. Dans l'herméneutique de chez Anders, il y a quelque chose. Prognostic veut dire regarder en avant. Hein. Diagnostic, c'est un peu l'immédiat. Et là, on projette sur l'avenir. Donc voilà, on pourrait appeler ça de la prospective au fond. Hein. Mais de la prospective, c'est des tendances. Alors que là, il nous dit, dans l'herméneutique veut dire lire autour de soi, dans les détails. Et effectivement, le changement climatique, si on ne le voit pas, voilà, c'est la question. Alors, c'est deux concepts que vous pourrez ruminer ce soir tranquillement. La catastrophe nous est invisible parce qu'elle est à la fois infraliminaire et supraliminaire. C'est-à-dire infraliminaire, les signaux du changement climatique sont des signaux tellement faibles aujourd'hui, pour l'instant, et ici, à Paris, où voilà, c'est pas le cas au pôle Nord, j'ai un ami qui fait du convoyage de bateaux là-bas, ils m'ont dit autre chose. Mais peut-être si on est spécialiste de botanique et si on allait dans la pelouse du ministère, on verrait des choses déjà. Vous voyez ? Donc il y a des petits changements. Les vignerons, les agriculteurs, les planteurs de café, eux savent.
En gros, les agriculteurs, d'ailleurs, sont plutôt... Mais ces signaux faibles, pour l'instant, ne nous permettent pas d'appréhender, vous voyez, un changement. Je vous ai dit 10 000 ans, mais dans 10 000 ans, il y aura 300 mètres d'eau en plus, à peu près, sur la Terre. Voilà, c'est... il y a 25 000 ans, la Manche, puisque je vous ai parlé encore une fois de la Manche, mais il y a 25 000 ans, c'est hier, c'est Lascaux, il y avait... la Manche, c'était une rivière qui descendait et dont l'embouchure se situait à peu près entre la Cornouaille anglaise et la Cornouaille bretonne, vous voyez. On allait à pied en Angleterre. Voilà. Donc, ces changements-là, on ne peut pas les appréhender effectivement dans ces détails infinitifs. Et justement, le problème de cette catastrophe, c'est qu'elle est aussi supraliminaire, c'est-à-dire qu'elle est tellement immense qu'elle échappe à nos capacités de figuration et de représentation. C'est ce que j'ai fait pendant 15 ans à Tchernobyl. J'ai essayé de constituer avec les Tchernobyliens l'expérience de la catastrophe nucléaire, peut-être la première grande catastrophe nucléaire civile, en champ d'expérience. Mais bon, je n'ai pas eu le temps de développer, mais voilà, c'est la question que se posait Chalamov à l'égard des camps. Est-ce que l'expérience des camps du Goulag ne vaut qu'à l'intérieur du camp ou est-ce qu'elle a quelque chose d'universalisable? Cette question, nous devons nous la poser à tous les instants et partout. Alors maintenant, sur le deuxième aspect, c'était... moi, j'ai perdu le fil, mais... Alors, si on prend la vision du monde ou le mode de vie des décroissants comme une exagération pour rendre la catastrophe crédible. Oui. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un mouvement politique de la décroissance. Donc, initialement, les casseurs de pub avec le magazine La Décroissance, qui a vendu effectivement, qui propose en tout cas une alternative qui n'est pas forcément, même pour moi, forcément désirable, c'est-à-dire avec des gens édentés, avec des pulls en laine qui... bon, je caricature un peu, mais c'était un petit peu cette idée d'un retour par la frugalité et l'austérité volontaire à un mode de vie extrêmement rustique, un peu monacal, vous voyez. Et ce que j'ai appris avec les paysans, parce que ça c'est quelque chose d'important, c'est que j'ai connu dans l'écologie, qui est une nébuleuse extrêmement complexe, où se croisent aussi du mysticisme, de la religion, enfin tout ce que la modernité d'une certaine manière a refoulé, on le retrouve dans l'écologie, dans la nébuleuse écologique, c'est comme ça que mon maître à penser et directeur de thèse l'avait appelé dans l'équivoque écologique, en 91. Dans l'écologie, il y a à la fois de l'écologie vert-de-gris, de l'écologie techniciste et de l'écologie politique. Maintenant, ce que j'ai appris auprès des paysans, en vivant aussi avec eux dans leur désir utopique, c'est qu'on pouvait envisager une décroissance à la fois conviviale et heureuse. Et maintenant, on a une nébuleuse de mouvements. Je dis convivial, ben voilà, il y a des mouvements convivialistes, il y a des mouvements de décélération assez variés, on va dire, dans leur forme sociale historique, pour le dire comme Castoriadis, qui peuvent être la fondation science citoyenne d'une certaine manière, des mouvements soit de producteurs, alors ça peut être des agriculteurs, mais ça peut toucher aussi d'autres professions, des citoyens, des résidents de quartier. Enfin, il y a une telle variété et comment dire, pluralité de formes que je pense qu'il y a une sorte de courant qui s'installe, dont on ne dit pas le nom parce qu'on n'arrive pas à le caractériser. Moi, je l'ai appelé néo-romantisme parce que je pense que c'est un contre-courant fort à la modernité. Mais pour revenir sur ta question, c'est pas la décroissance telle qu'elle est entre guillemets vendue par un courant. C'est comme le transhumanisme, on en a parlé un peu. C'est une nébuleuse avec énormément de gens qui ont d'ailleurs des positions parfois contradictoires. Ce que je dis simplement, je pense que la société est prête pour une décélération, je le dirais autrement avec Alain Gras, pour se débrancher des macrosystèmes techniques. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui ont compris que cette inflation bureaucratique, technique, etc., cette société de contrôle, dirait Deleuze, enfin on pourrait encore une fois la qualifier de plusieurs manières, elle n'est pas désirable, elle nous fait peur, elle nous entrave dans notre liberté, elle nous fait perdre du temps, de l'énergie. Et quand on fait des enquêtes un peu primaires, excusez-moi, sociologiques auprès des gens, on leur dit à quoi vous tenez vraiment, pour le dire comme Jonas, à quoi vous tenez, l'heuristique de la peur, c'est ça, qu'est-ce que vous avez peur de perdre, à quoi vous tenez vraiment. Le sel de la vie, on le sait, c'est la convivialité, un monde habitable, des choses simples. Voilà, moi je suis normand, j'étais sur mon voilier hier dans la baie du Mont-Saint-Michel et je me disais merde, voilà, la vie elle est là aussi, quoi. Elle n'est pas simplement, ça peut être ça simplement.
hein, et en fond, nous tenons tous à ces choses absolument essentielles. Encore une fois, les sociologues sont là pour le rappeler régulièrement. Nous ne voulons pas tous devenir des surhommes ou accumuler de la fortune, de la richesse, etc. Hein, c'est là aussi que l'anthropologie vient un petit peu à contrepoint du dogme utilitariste, hein, qui essaierait de nous faire croire que nous serions tous avides, à pro-gain, et uniquement uniquement mus par une sorte de recherche, de maximisation du profit, etc. Tout ça, ça ne tient pas une seconde. C'est une fiction à laquelle on nous demande de croire pour faire fonctionner un système. Mais quand on fait un peu d'anthropologie sérieusement, regardez comment vivent les gens autour de vous, vous verrez qu'il y a déjà énormément d'aspiration à la décélération, hein, pour prendre le vocable de Rosa. Le problème, c'est que le système, d'une certaine manière, ne le supporte pas. Il nous conduit toujours à devoir accélérer. Parfait, je crois qu'on va s'arrêter là. Je propose, merci beaucoup, hein, merci Frédéric Lemarchand.